il est temps. Assalamu alaikum. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'update lecture du mois de janvier. Oui, on est presque mi-février, il est plus que temps que je tourne cette update. Je vous avoue que je l'ai un petit peu retardé parce qu'il y en a beaucoup des lectures que j'ai pu faire en janvier dont je me souviens déjà plus trop. On va essayer de faire au mieux parce qu'il y a quand même 14 livres, j'ai énormément lu en janvier, je sais pas trop pourquoi, mais j'étais dans un mood vraiment de lecture, donc alhamdulillah, parce que j'ai passé de relativement bons moments. Donc on va commencer tout de suite, donc d'abord avec Éclosion intérieure de Christophe Corbet, qui était un service presse. Dans cette histoire, on suit Elios qui est un jeune garçon, un jeune adolescent qui a un problème de santé. Je vais pas vous en dire plus sur son problème de santé parce que je l'ai découvert en lisant le texte et je pense que voilà, c'est un petit peu du coup un désir de l'auteur. Mais donc il a un problème de santé qui fait qu'il est énormément moqué à l'école et il y a son grand frère qui vient régulièrement l'aider justement pour contrer un petit peu ses moqueries. Du coup ça fait qu'il est très isolé jusqu'au jour où il va se mettre du coup à l'art martial et là ça va un petit peu le débloquer, il va comprendre beaucoup qui il est et à quel point le regard des autres n'est pas si important. Donc ça a une morale vraiment très très mignonne et que tout le monde devrait lire. Cependant je trouve que déjà le gamin il est pas hyper attachant. En tout cas, moi j'ai pas du tout réussi à m'attacher à lui. Et honnêtement, étant donné le sujet en fait du handicap et de l'harcèlement scolaire, je m'attendais à un texte très 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 poignant et ça n'a pas forcément été le cas. Je pense que c'est en partie, déjà parce que je me suis pas spécialement attachée au gamin, mais parce que sa mère elle est vraiment horrible et j'ai eu du mal à passer au-dessus. Je l'ai pas comprise en fait et c'est un personnage qui est quand même assez présent et je l'ai pas compris, j'ai pas compris la façon dont elle réagit par rapport à son enfant, par rapport à la maladie de son enfant. Ça m'a complètement un petit peu gâché la lecture on va dire. Donc pour moi c'est une lecture assez mitigée avec une morale vraiment importante, avec un message qui est vraiment important mais qui à mon sens manque un petit peu d'émotion pour que ce soit plus impactant. Ensuite j'ai lu Léo et Lily expert de l'invisible avec l'opération Noël de Christine Sabat. Donc j'avais lu l'opération Halloween autour de Halloween l'année dernière, donc là j'étais très contente de pouvoir avoir le SP pour Noël. J'ai passé un relativement bon moment également, j'étais très contente de retrouver nos différents personnages. On les retrouve dans une situation de nouveau d'aventure où en fait ils doivent accompagner le Père Noël pour essayer de l'aider pour faire sa mission de Noël parce qu'il y a un problème. Je vous laisse découvrir quoi. C'est comme l'opération Halloween, c'est plein de bons sentiments, l'amitié entre les deux enfants est vraiment adorable et est vraiment mise en avant. C'est teinté d'humour, les personnages ils sont vraiment intéressants à suivre et très agréables à suivre. La plume de l'autrice est hyper entraînante, on sent pas en fait défiler les pages, on passe d'action en action sans problème. C'est vraiment une petite bulle de douceur mais teintée d'aventure quand même avec pas mal de danger mine de rien. J'ai bien aimé d'ailleurs le fait que l'autrice utilise le folklore un petit peu de Noël pour agrémenter un petit peu son histoire. Je trouvais que c'était très bien fait. Cependant j'ai trouvé par contre que certaines scènes en fait d'action, en fait j'ai un peu de mal à les visualiser par moment, une en particulier. Donc voilà, il y a ce petit truc là, mais après j'étais peut-être juste fatiguée, des fois ça me le fait parce que c'est que pour une scène, mais je tenais quand même à le préciser. Juste après j'ai lu SOS Père Noël en détresse de Pascal Brissy. Qui est un petit peu la même histoire, on suit également deux enfants, deux amis, c'est les voisins l'un de l'autre, et ils se retrouvent à devoir aider le Père Noël qui a un problème, et franchement c'est un peu la même ambiance, avec de l'humour, avec de l'amitié, avec du danger, avec de l'aventure, avec le folklore de Noël qui est très bien utilisé, mais je me suis pas du tout attachée au gamin, et je pense que du coup ça fait que, vu que je l'ai lu juste après Léo et Lily, j'étais encore trop en fait avec Léo et Lily pour pouvoir m'attacher à Abigail et je sais plus comment il s'appelle le jeune garçon, et Nino. Et du coup, j'ai un peu moins cru en cette histoire, un peu moins cru en toutes les péripéties qui pouvaient arriver. Voilà, ça arrive, je pense que clairement que c'est impacté par le fait que j'ai lu juste avant Léo et Lily, qui est vraiment dans la même vibes. Ensuite, j'ai lu Stalker. Stalker qui était du coup notre lecture commune pour le mois de janvier et j'ai énormément aimé. Dans cette histoire on suit Tash qui en fait quand elle était enfant elle a vu sa voisine se faire kidnapper, sauf que le problème c'est que avec le temps, elle sait même plus si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et un jour, il y a la famille de cette jeune fille qui a été kidnappée qui revient et
elle commence du coup à se reposer des questions à Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait quand elle était enfant? pourquoi cette gamine a été enlevée, pourquoi elle a été retrouvée, etc. Et j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé que l'autrice gérait très très bien en fait le mystère. Elle joue vraiment sur le est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est la santé mentale qui impacte les souvenirs ou est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Je trouve qu'elle l'a très très bien mené ici et j'ai vraiment adoré cet aspect-là de cette histoire parce que ça donne un côté très brumeux où même nous du coup on peut pas faire confiance en fait à notre narratrice et c'est hyper entraînant, hyper voilà, on a envie de tourner les pages en fait pour savoir ce qu'il en est. L'humour est présent mais seulement au début, après il s'éloigne un petit peu parce qu'on forcément vu qu'on en apprend un petit peu plus, on a une ambiance un petit peu plus sombre qui s'installe et donc l'humour part un petit peu et je pense également qu'il part parce que on a de moins en moins la présence de la meilleure amie de Tash dans les alentours et je pense que du coup il y a moins ce côté amitié qui est mis en valeur pour mettre en avant plus le côté un petit peu mystère de qu'est-ce qui s'est passé il y a tant d'années et pour mettre un petit peu en avant la relation qu'elle est en train de créer avec du coup le voisin, une relation qui prend pas énormément de place mais qui est quand même présente. J'en dirai pas énormément plus dessus parce que j'ai peur de vous spoiler. Le seul truc que je pourrais peut-être reprocher, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé, c'est que déjà comme dans Éclosion, j'ai pas trop compris le comportement de la mère que je trouve assez toxique au final, mais en plus il y a des scènes, il y a des actions, des réflexions ou des réactions en fait de personnages que je ne comprends pas. En partie la mère, bien entendu, parce qu'elle a un comportement que je ne comprends pas globalement, pourquoi elle a autant de mépris pour sa fille, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Même à arriver à la fin du roman, j'ai toujours du mal à comprendre. Mais il y a au moins 2 moments, je crois, où il y a même un autre personnage que pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il réagit aussi fortement pour quelque chose qui n'a pas l'air si important. Je vous avoue que voilà, il y a des petites réactions comme ça que je ne comprends pas spécialement, mais j'ai quand même passé un très très bon moment, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Merci à Velourtine de me l'avoir envoyé, parce que c'était un cadeau, c'était un gain concours, donc alhamdulillah, et merci à toi Velourtine, parce que j'ai passé un très très bon moment. Ensuite j'ai lu Heartless Hunter. J'ai passé un très 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 bon moment de lecture. Dans cette histoire, on suit Rune, qui est une jeune fille qui est plutôt appréciée dans les bals et tout ça. Et on découvre très rapidement qu'en fait, c'est une sorcière et qu'elle cherche à savoir où est son amie qui a été enlevée. Son amie sorcière également. Sachant qu'ils sont dans un univers où la magie est interdite, donc il y a une chasse de sorcières mise en place. Et pour savoir où est son amie, elle va un petit peu se rapprocher de Gideon, qui est le frère de son meilleur ami, mais également le meilleur chasseur de sorcières dans ce royaume. Et j'ai adoré déjà l'univers en lui-même que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que sans parler du côté chasseur de sorcière qui ça est assez cliché, mais j'ai adoré le côté magique en fait. Parce que la magie est faite de manière hyper intéressante avec le sang des règles qui est réutilisé et tout ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant à suivre. Je trouve que ça enlève complètement le tabou en fait du sang vraiment des règles. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment top. Mais j'ai également trouvé en fait les personnages hyper intéressants à suivre. Que ce soit Gideon avec vraiment son côté très droit dans le travail mais qui a quand même une petite attirance pour notre petite Rune. Je l'ai trouvé assez intéressant à suivre parce qu'en fait il a une petite faiblesse et je le trouve du coup vraiment agréable à découvrir parce que du coup malgré le fait qu'il soit un chasseur de sorcières et qu'il soit un petit peu l'ennemi des sorcières, on s'attache vraiment à lui. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et Rune, quant à elle, je la trouve hyper intelligente. Parce que franchement, des fois, elle prenait des décisions où je me disais, mais meuf, mais qu'est-ce que t'as fait? Dans quelle situation tu t'es mise? Et non, elle arrivait en fait à s'en sortir de X manière. Et je trouvais que c'était hyper bien fait. Parce que ça paraît pas non plus complètement what the fuck la façon dont elle s'en sort. Donc franchement, c'était très bien pensé. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la tension également qui naît en fait entre les deux personnages parce que l'un soupçonne l'autre un petit peu et j'ai adoré vraiment cette ambiance de tension vraiment qu'il peut y avoir, de danger toujours permanent. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Il y a juste par rapport à la plume de l'autrice, elle est hyper agréable parce que on comprend tout de suite les personnages, on est immergé complètement dans l'univers. Elle a une plume très visuelle mais elle répète pas mal quand même, surtout au niveau de l'explication justement de l'univers, mais même au niveau du point de vue de Gideon. Surtout vers le début, il tourne un petit peu en rond le bourricot. Mais sinon, j'ai passé un excellent moment et je vous le recommande
à 100%. Ensuite, j'ai lu Guerre à Gaza. Je vais pas vous le sortir parce que je l'ai re-rangé, mais je vais vous faire passer à côté le réel que j'ai préparé pour tout simplement vous montrer quand même les images. En fait, c'est pas une histoire, c'est une courte BD de 32 pages dans laquelle Joe Sacco revient en fait sur son sentiment en fait par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport au génocide qui a lieu. Et je trouve que c'est une BD qui est assez différente en fait de ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais à que ce soit un petit peu comme dans Palestine ou dans Gaza 1956 que j'ai lu de cet auteur, où en fait il ne prend pas parti, ou juste il dit les faits, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. Certes, il montre les faits de ce qui s'est passé, qui a amené à la misère qu'il y a aujourd'hui à Gaza, mais cette fois-ci il prend parti parce qu'il dit clairement que c'est un génocide déjà, mais surtout il ridiculise en fait vraiment Biden entre autres, qui a tout simplement aidé Netanyahou dans de nombreuses décisions, du moins qu'il a soutenu. Et je trouve que c'est une BD qui hurle littéralement sa colère, son impuissance face à ce drame qui s'est déroulé sous nos yeux. On n'apprend pas grand chose de plus si on a suivi les événements, on n'apprend pas grand chose par rapport aux sentiments que pouvaient avoir les Palestiniens, ni même ceux par rapport aux Israéliens. C'est vraiment concentré sur ses sentiments à lui, mais je trouve que c'est une BD qui met en valeur un petit peu justement l'impuissance, vraiment l'impuissance qu'on a nous en tant que citoyens par rapport à la situation qu'il y a eu à Gaza. Et alhamdulillah, pour le moment c'est en trêve, et Inch'Allah la Palestine sera libre. From the river to the sea, comme on dit. Ensuite, le jour du caillou. Là c'est pareil, c'est une petite BD, un petit peu plus grosse que Guerre à Gaza, parce qu'ici je pense qu'elle fait 180 pages, et j'ai plutôt bien aimé, mais c'était pas extraordinaire non plus. Dans cette histoire, on suit en fait un couple d'amis. Ils se font la promesse de ne jamais se séparer l'un de l'autre, sauf qu'un jour, la vie fait qu'ils se séparent. Le garçon doit partir pour X raisons, et elle le prend très très mal. Et elle apprend qu'il y a un truc par rapport à un caillou pour se séparer en fait de la douleur. Donc elle va essayer de le faire, sauf qu'elle rentre dans une boucle temporelle. On les voit un petit peu essayer de se rabibocher, on va dire, pour essayer de sortir de cette boucle temporelle. C'est plutôt mignon, mais c'est pas non plus hyper original. J'avais lu quelque chose d'un petit peu similaire l'année dernière avec la BD Le Caillou, justement, qui reprend cette idée de boucle temporelle grâce à un caillou. Donc pour moi c'était pas hyper novateur, mais c'était plutôt mignon. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, je suis contente de l'avoir lu, mais c'est pas extraordinaire. Ensuite j'ai lu la BD, pareil, Petit Conte Macabre. Je vais pas aller chercher le physique parce que c'est dans la chambre de ma sœur, parce que je le lui ai emprunté. C'est une BD qui reprend 5 nouvelles, je crois, d'auteurs différents, et voilà, c'est des petites histoires du coup d'horreur. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé, ça faisait pas peur, c'était pas forcément innovant. Les dessins sont assez bruts, j'ai pas franchement adhéré. Je lui ai rendu en disant ouais, bof. Parce qu'en plus les nouvelles sont vraiment très très courtes, je crois qu'elles font 5 pages, on est bien quoi. Donc on n'a pas le temps de planter les personnages, qu'ils sont déjà plus là, on n'a pas le temps de mettre vraiment une ambiance, que c'est déjà fini. Ouais, je suis pas convaincue par le format ni par les différentes histoires qui ont été dépeintes ici. Ensuite j'ai lu Margot Dupin et le Jardin d'âme, donc le premier tome de La Guerre du Conte de Max Tarot. Là j'ai plutôt bien aimé, c'était pas un coup de cœur, loin de là, mais j'ai quand même plutôt bien aimé. Je trouve que la force vraiment de cette histoire, c'est l'univers. Dans cette histoire, on suit Margot qui est une jeune adolescente qui est envoyée en fait chez ses grands-parents parce qu'elle a fait une bêtise, je crois, et que du coup les parents veulent pas l'amener en vacances avec eux. Sauf qu'arrivée là-bas, disons qu'elle découvre en fait un pan de son identité, elle se retrouve embarquée dans l'au-delà grâce à une fée qu'elle rencontre, et elle part un petit peu dans un complot un petit peu plus grand qu'elle, et j'ai plutôt bien aimé l'univers que j'ai trouvé assez original, vraiment impliqué comme ça les figures religieuses, c'est pas forcément facile à faire. Je vous avoue que des fois, étant religieuse moi-même, il y a certaines figures où j'ai eu un peu de mal, par exemple le bon Dieu qui fume le cigare, autant vous dire voilà que ça a eu un peu de mal, mais je trouve que dans l'ensemble, on a quand même un univers vraiment intéressant. Il peut paraître un peu complexe, je vous avoue que des fois ça m'a paru un peu flou d'ailleurs. Je pense que pour le coup il aurait mérité peut-être un peu plus pas d'explication, parce que après en avoir parlé avec l'auteur, il a tout bien expliqué, mais peut-être un peu de rappel de temps en temps, ça aurait peut-être été judicieux en fait, pour tout simplement plus permettre au lecteur de s'immerger vraiment dans l'univers et de mieux comprendre de manière un petit peu moins floue, on va dire. Mais ça reste un roman que j'ai vraiment plutôt bien apprécié, parce que sa plume me permet vraiment de s'immerger dans cette histoire avec les différents personnages. Sa plume est assez visuelle, donc on visualise vraiment très très bien où sont les différents personnages et tout ça. Il y a juste un petit détail que j'ai pas réussi moi personnellement à visualiser justement, mais sinon c'était vraiment une très très bonne lecture. On s'attache vraiment rapidement à Margot qui est dans une situation
situation vraiment pas évidente, qui se complique en plus au fur et à mesure de ce premier tome. Donc on comprend du coup vraiment tous ses doutes et tous ses espoirs, et c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre tout simplement. J'ai bien aimé également la relation qu'elle a pu créer du coup avec Malik, qui est du coup un camarade. Je trouvais en fait c'était une relation vraiment originale dans le sens où elle est construite de manière, comment dire, un peu comme dédoublée. Voilà, ça va avoir aucun sens pour vous, mais si vous le lisez vous comprendrez. Et je trouve que cette dualité un petit peu était hyper bien menée et hyper du coup originale pour le coup. Donc j'ai vraiment passé un plutôt bon moment avec cette histoire qui était vraiment originale et que je suis très contente d'avoir eu la chance de découvrir, et que Inch'Allah je serai très heureuse de découvrir la suite. Ensuite, les pierres de la prophétie de Amélie Frey. Ça a été également une relativement bonne lecture. J'aurais pensé aimer un petit peu plus, mais écoutez, la vie est ainsi faite. Dans cette histoire, on suit Onelia qui en fait décide de commencer un nouveau sport, et elle commence du coup, c'est toujours pas le kung fu, je trouve pas le terme, un art martial. Est-ce que je l'ai marqué par hasard? Le taekwondo. Sauf qu'en fait, arrivé au moment de rentrer vraiment dans le gymnase, elle trouve une pierre, et il s'avère que c'est une pierre qui lui donne un petit peu de pouvoir. Elle va très rapidement l'apprendre, et ça l'implique en fait dans un truc beaucoup plus grand qu'elle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on rentre directement en fait dans l'histoire, on rentre vraiment littéralement dans l'univers justement lié à cette pierre, et j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière vraiment très très soudaine. On n'a même pas le temps de comprendre vraiment les personnages, que on est impliqué vraiment dans le danger, dans le questionnement, et ça fait qu'on est un petit peu comme du coup notre petite Onelia qui se retrouve embarquée dans un truc qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas. Le petit truc par contre, c'est que justement, contrairement à nous, enfin contrairement à moi en tout cas, elle a pas l'air de trop s'étonner en fait de la situation dans laquelle elle est. Elle découvre qu'elle a une pierre qui lui donne des pouvoirs, qui lui permet de faire des trucs un petit peu particuliers qui impliquent des choses un petit peu fantastiques, et elle a pas l'air d'être trop choquée en fait par cette découverte. Il n'y a pas de temps d'adaptation par exemple ou quoi, donc ça c'est un petit peu dommage, même par rapport à sa relation avec son entraîneur qui donc est lié également à cette pierre. C'est la première fois qu'elle le voit, et très rapidement en fait ils deviennent presque amis, alors que non, les relations ça met un peu plus de temps quand même à se mettre en place. Et du coup voilà, je trouvais qu'au niveau des relations, au niveau de la mise en place de l'univers ou de l'acceptation on va dire de la nouvelle situation du côté fantastique, c'est un petit peu rapide par rapport à mes goûts en tout cas. Et concernant la plume de l'autrice, j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené parce que c'est quand même assez visuel, on comprend assez bien l'enjeu en fait de la situation dans laquelle ils sont, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'émotion. J'aurais aimé prendre plus le temps de se poser pour savoir en fait ce que ressentent les différents personnages. Ça fait un petit peu partie de l'acceptation de la nouvelle situation dont je parlais d'ailleurs, parce que du coup je trouvais que on s'attardait énormément en fait sur les scènes de taekwondo qui sont plutôt cool, hein. C'est vrai que c'est plutôt sympa parce qu'il y a pas mal d'action et tout ça, mais il y a certaines scènes qui sont vraiment très très longues, et quand on n'est pas spécialement fan du taekwondo, avoir les précisions qu'il fait la position je sais pas trop combien ou avec tel nom etc, voilà, ça partait un petit peu trop dans les précisions, et personnellement c'est pas forcément ce que je recherchais, c'est pas forcément ce que je désirais. Mais du coup ceux qui sont fans de taekwondo et qui veulent un univers justement lié au taekwondo avec un côté fantastique, c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous, parce que je suis sûre et certaine que vous allez passer un bon moment. Ensuite, j'ai écouté Don de Soi de Maëlle Dessart. J'ai passé un excellent moment. Dans cette histoire, on suit une fée qui a énormément de pouvoir, et du coup, parce qu'elle a énormément de pouvoir, elle est persuadée qu'elle va devenir du coup la fée marraine. Sauf que ça se passe pas exactement comme prévu. Elle devient la fée des dents, ce qui est la fée la moins bien gradée de son univers. Donc elle est pas très contente. Elle le fait parce qu'elle a pas trop le choix, mais elle est pas très contente. Et elle tombe en fait sur un vampire qui n'a plus de crocs et qui cherche à épouser une humaine. Et du coup, elle se dit Bango, c'est mon moment, c'est en fait le destin qui veut que je devienne la fée marraine de ce type, donc on va l'aider à épouser mademoiselle. Sauf que ça fait qu'ils rentrent dans un complot beaucoup plus grand que ce à quoi ils peuvent s'attendre l'un comme l'autre d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance vraiment qu'il y a globalement dans le bouquin, parce que la fée elle est hyper marrante à suivre. On est typique dans le genre de personnage féminin qui est hyper badass. Elle sait ce qu'elle veut en fait, elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut, ce qu'elle pense valoir. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant en fait d'avoir ce genre de personnage, parce qu'en plus l'autrice l'amène de manière hyper humoristique mais sans la dévaloriser, et je trouve que c'était vraiment un personnage hyper agréable à suivre. Même le vampire, je sais plus comment il s'appelle, mais il était plutôt agréable à suivre, même s'il était un petit peu plus à distance et plus mystérieux que notre chère petite fée. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment avec eux deux. J'ai beaucoup aimé découvrir également justement l'univers auquel je m'attendais pas en fait qu'il soit autant développé, surtout quand
on commence le bouquin et que c'est plein d'humour, je me suis dit ouais, ça va être un truc de fantasy certes, mais un truc très léger. Ben mine de rien, c'est un petit peu plus profond que ce à quoi on peut s'attendre. Donc ça a été une très très bonne surprise. Le seul petit truc que je reproche, c'est que en fait la relation justement entre le vampire et la fée est un petit peu trop rapide à mon goût, un petit peu trop, je dirais pas basé sur le physique, mais vraiment un peu trop rapide à mon goût. J'ai eu du mal du coup à y croire honnêtement, mais j'ai passé un excellent moment de lecture et je vous la conseille, mais à 100%. Si vous voulez voilà une fantaisie un petit peu légère, vous passerez un très bon moment, surtout dans un univers un petit peu original. Ensuite, j'ai lu The Vampire Diaries, donc le journal d'un vampire de L.J. Smith. Dans cette histoire, on suit Stephen Salvatore qui arrive à Falls Church. C'est la ville dans laquelle il a vécu quand il était encore vivant, quand il était encore humain. Maintenant, il est vampire, il était parti et le revoilà à Falls Church. Là-bas, il décide d'intégrer du coup le lycée et il rencontre du coup Elena qui est la reine de l'école et elle se met en tête d'essayer de le séduire, sauf que lui, il a pas l'air du tout intéressé. Et il y a quelques meurtres en fait qui commencent à se mettre en place et Elena va essayer de prouver que ce n'est pas la faute de Stéphane. Honnêtement, je préfère largement la série, mais alors largement, mais à 1000%. Comment dire, déjà Elena est insupportable, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi insupportable qu'elle, elle est arrogante, elle est égocentrique mais comme pas possible, elle est tellement sûre d'elle que c'en est effrayant. En fait elle est le cliché de la reine de bal des lycées américains et c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Par exemple elle a des réflexions du genre ah non mais attends, mais pourquoi Stéphane il me regarde pas, tous les autres mecs me regardent et me veulent? Ben oui mais non. Franchement ça a été un petit peu dur à lire parce qu'il y a plein de petites réflexions comme ça et elle est insupportable, elle est vraiment insupportable. Et lui il est en mode non, moi je m'intéresse pas à elle, non, moi je vais manger mon petit écureuil parce que je suis un gentil vampire. Honnêtement, ils sont un petit peu saoulants tous les deux, mais elle c'est la pire. Puis c'est pas dit en fait que c'est un vampire avant je sais pas combien de temps. Et c'est assez perturbant du coup au départ parce que j'arrêtais pas de me dire mais les gens s'ils ont pas lu le résumé, ils savent pas exactement ce qu'il est avant au moins 150 pages parce que ça ne dit pas clairement ce qu'il est avant 150 pages. Après on s'en doute parce que journal d'un vampire, mais c'est quand même assez fou de ne pas prononcer le mot avant 150 pages. C'est quand même assez fou. Donc voilà, il y a de grandes facilités. La relation, quand elle se met en place, c'est pas possible d'être aussi rapide dans l'acceptation, pareil, de l'inconnu, dans l'acceptation de quelque chose d'aussi énorme que... Je suis un vampire. Honnêtement, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que c'est une histoire que je veux découvrir depuis des années parce que j'adore la série. Je sais que c'est assez gnangnan, c'est pas tout à fait mon genre en général, mais j'ai commencé à la regarder quand j'étais adolescente et c'est une série qui me tient à cœur, que j'aime énormément re-regarder encore et encore. Et j'osais pas trop sortir la série de bouquins parce que justement j'avais peur que ce soit pas aussi bien. Et c'est loin d'être aussi bien, c'est même très 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 loin. Je pense que je vais continuer parce que je suis curieuse quand même de savoir où c'est que ça va, mais je sais que ça va pas être une partie de plaisir. On est reparti un petit peu en mode comme avec les Chevaliers d'Émeraude, sauf que cette fois-ci j'embarque personne. Désolée Colline. Du coup, voilà pour cette petite déception. Ensuite, j'ai lu Que ma mort apporte l'espoir. Donc c'est un recueil de poèmes de Gaza. Donc on a différents poèmes écrits par des auteurs du coup gazaouis. On y aborde forcément la guerre, on y aborde la mort, on y aborde la résilience, on y aborde l'amour de la terre, on y aborde le fait de perdre sa famille, le fait de perdre tout, en fait tous ses amis, ses proches, les moindres de ses droits, le fait de vivre sans liberté, le fait de vivre sans toit, le fait d'avoir la mort qui nous entoure en permanence. Qui pourrait éteindre la guerre en moi et me prêter un peu d'oubli? Trouver une autre définition à ma nuit, à toute cette insomnie rebelle, sous les décombres qui pourraient ramener nos pas sur les trottoirs et leur simple appellation. Quelqu'un aura-t-il l'audace de me pincer la joue, à l'insu du sommeil, de la frénésie des bombardements? Y aurait-il ici quelqu'un d'assez hardi pour maudire la guerre cachée dans notre pain? Que n'ai-je une fenêtre à colmater en y entassant tous les nuages du couchant? Afin de dissuader de ses premiers pas à la nuit, que ne puis-je m'acheter une nouvelle langue et un cœur placide? Peut-être pourrais-je alors raconter le carnage, ou bien éteindre le brasier de la guerre en moi. C'est des poèmes qui, bon forcément certains m'ont plus touché que d'autres. Certains honnêtement je pense que j'ai pas trop compris d'ailleurs, mais d'autres m'ont énormément touché, d'autres m'ont donné les larmes aux yeux, tellement on sent la douleur de ce peuple, la douleur qu'ils méritent pas, la douleur qu'ils subissent depuis des années. Si vous appréciez la culture palestinienne, si vous voulez les soutenir, si vous voulez vous rapprocher un petit peu de leur manière de penser, ça peut vraiment faire l'affaire. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que c'est un recueil de 50 poèmes, des poèmes voilà qui me touchent tous différemment, sachant que là c'est en plus différents auteurs, donc c'est pas forcément facile à parler, puis je pense que vous l'avez compris,
compris, mais c'est un sujet qui reste toujours très compliqué pour moi à aborder. Mais ça reste un recueil que je vais relire de temps en temps, parce que c'est des poèmes qui, pour certains, sont vraiment très très bien pensés, très très bien formulés, et qui expriment des choses vraiment très très vraies, très très douloureuses, et qui, je pense, voilà, résonneront différemment pour chacun. Par exemple, je vais vous en lire un. Mohamed. Il se niche dans le giron de son père, oisillon affolé. Par l'enfer qui tombe du ciel, retiens-moi, père, de m'envoler là-haut. Mes ailes sont encore trop frêles pour ce vent fort et la lumière est si noire. Mohamed, il veut juste rentrer à la maison, sans bicyclette, sans chemise neuve, retrouver les bancs de l'école, le cahier de grammaire et de conjugaison. Ramène-moi chez nous, père, pour que je fasse mes devoirs, pour que j'aille au bout de ma vie, tout doucement, sous les palmiers, sur cette plage. Pas davantage, pas davantage. Mohamed, il affronte toute une armée sans pierre, sans éclat d'astéroïdes. Il ne prête guère attention au mur pour y écrire. Ma liberté ne peut pas mourir, il n'a pas encore de liberté à défendre. Pas d'horizon pour la colombe de Picasso, car il n'a pas fini de naître, sous ce prénom qui porte malédiction. Combien de fois encore naîtra sous ce prénom un enfant à qui il manque un pays, à qui manque un rendez-vous avec l'enfance? Ou pourra-t-il rêver si un rêve lui vient, alors que la terre est blessure? Les prières. Mohamed, il voit venir sa mort, elle est inéluctable, mais il se rappelle une panthère, aperçue à la télévision. Un fauve vigoureux traquant un petit faon. À son approche, la bête flaire une odeur de lait. Elle renonce alors à dévorer sa proie. Le lait avait dompté la bête féroce. Alors je vais survivre, se dit l'enfant. Et il pleure, car ma vie est là-bas, blottie, dans les armoires de ma mère. Je vais survivre et raconter l'histoire. Mohamed, un ange démuni à portée de fusil, d'un chasseur à sang-froid. Voilà un moment que la caméra du viseur guette les mouvements de l'enfant. Qui voudrait se fondre dans son ombre, mais son visage est clair, comme l'est le matin. Son cœur, tel une pomme, est tout à fait distinct. Et ses 10 doigts, autant de bougies que l'on voit, comme on voit la rosée qui mouille son pantalon. Son chasseur aurait pu se raviser, se dire j'attendrai, qu'il sache plus tard épeler sans faire d'erreur sa Palestine. Je fais à ma conscience la part belle, je la battrai demain quand il sera rebelle. Mohamed, un petit Jésus qui dort, en plein songe, au cœur d'une icône, façonné de cuivre, d'une branche d'olivier, et de l'âme d'un peuple sans cesse renouvelé. Un sang de trop pour les apôtres, inutile à leur dessein, alors va, fais ton escalade, vers le paradis de l'ultime fin. Oh Mohamed. Je pense que ça représente plutôt bien l'idée des poèmes qu'il peut y avoir dans ce recueil. Je vous le conseille si vous le désirez. Et enfin, j'ai écouté La ferme des animaux de George Orwell. C'est un classique, j'ai pas grand chose à en dire. On suit des animaux qui décident de se rebeller un petit peu. Les cochons prennent le pouvoir et décident de virer tout simplement les humains et de contrôler un petit peu la ferme justement. Et c'est une critique un petit peu de la société. Je connaissais déjà l'histoire de toute façon, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est tellement connu. J'ai plutôt bien apprécié, mais je connaissais déjà en fait l'histoire, donc j'ai pas grand chose de plus à en dire. Juste sachez que j'ai écouté du moins La ferme des animaux de George Orwell. Sur ce, j'espère que j'aurai été assez rapide pour ne pas trop vous perdre. Je vois que je suis à 18 minutes, sachant que la vidéo d'avant fait également 18 minutes, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai coupé en deux. Inch'Allah, j'arriverai à enregistrer tout ça et à faire le montage relativement rapidement. Sur ce, n'hésitez pas à me dire vos meilleures lectures du mois de janvier, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et faites attention à vous.